La radio de la communauté au micro, Jean Lewis, invité de ce journal, Monsieur André Patrick Tissambou. André Patrick Tissambou, qui est le secrétaire général du FLEC-FAC et qui nous parle de son mouvement, notamment sur la situation du cabinet. Alors, bonjour Monsieur Tissambou. Bonjour John Lewis. Alors, vous venez parler de votre mouvement aujourd'hui, notamment du Cabinda, mais à en croire, notamment la presse et tout ce que nous lisons sur les réseaux sociaux, le contentieux entre le gouvernement angolais et le Cabinda était soldé. Non, loin de là. Et je dirais même bien au contraire, ça s'empire à ce jour. Mais avant de répondre à votre question, j'aimerais d'abord saluer l'accord de paix signé entre le gouvernement colombien. Voilà un bon exemple de résolution d'une crise pacifique. Ensuite, je tiens aussi à saluer la mémoire de M. Simón Pérez, l'homme de paix. Voilà aussi à suivre. Et pour répondre à votre question, je veux prendre un exemple des femmes qui luttent en Arabie Saoudite, les Saoudiennes donc. Au jour d'aujourd'hui, ces trois femmes revendiquent leurs droits. De quels droits s'agit-il? Ou qu'en est-il? Aujourd'hui, les Saoudiens n'ont pas le droit à conduire, avoir un permis de conduire. Ils n'ont pas le droit à avoir un compte. Ils n'ont le droit presque à rien. Tout ce qu'ils doivent faire, c'est l'homme qui doit décider. Et s'il n'y a pas l'homme, son mari, donc, c'est son fils. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'elle revendique au fond? C'est une sorte de liberté, d'autonomie. La manière de procéder, tutelle, c'est quel que soit le qu'on veut avoir sur cette question, on peut les comprendre. C'est ce parallèle que vous amenez sur la question cabindaise. Aujourd'hui, au Cabinda, justement, on nous renvoie presque à la colonisation. Lorsqu'il y avait la colonisation, on met un gouverneur. Un gouverneur, par exemple, de Rwanda, qui avait pouvoir jusqu'au Canada, à partir de 1956. Aujourd'hui, que se passe-t-il? C'est le gouvernement qui nomme un gouverneur au Cabinda, sous tutelle. Donc, nos revendications sont claires. C'est-à-dire le droit à la paix, le droit de faire ce que bon nous semble en tant qu'individu, en tant que personne morale. Dans le cas du Kabila, je veux me référer à la résolution des Nations Unies sur la déclaration internationale des droits des peuples autochtones, c'est-à-dire le droit de ces peuples à disposer de le plan politique, économique, administratif, social, culturel. Voilà. Donc, c'est une revendication seulement par rapport au droit, à la liberté. Aujourd'hui, au Cabinda, c'est difficile de se mouvoir. Point de vue associatif, à la banda qui a été interdit, c'est un bel exemple. Aujourd'hui, l'assassinat d'un de nos frères récemment, Jean-Baptiste Gibi, enlevé à Pointe-Noire, et dont le corps a été retrouvé vers la rivière de Tulwango, la frontière de la RDC. C'est en fait une musée, quoi. Les cabinets qui sont sur le toit du Cabinda, ils sont comme dans une prison à ciel ouvert. Ils n'ont pas droit à la parole, n'ont droit à revendiquer à rien. Voilà. Donc, on ne peut pas continuer comme ça. Est-ce que monsieur... sur l'indépendance. Oui, monsieur, je comprends. Donc, est-ce que vous m'entendez, monsieur André Patrick? Oui. Voilà. Est-ce que, voilà, à votre avis, vous ne revendiquez pas comme tel l'indépendance ou l'autonomie, mais des avantages dus à votre statut de région éloigné de la tutelle? Est-ce que vous pouvez être un peu plus clair? Parce que je crois que le Cabinda, comme tel, devrait avoir les mêmes devoirs et droits que les autres territoires ou régions de l'Angola. Non, justement, le Cabinda, le fameux mémorandum d'entente,
le gouvernement angolais a reconnu la spécificité historique, territoriale du Cabinda. Donc, on ne peut pas, voilà, on peut pas aujourd'hui, qu'est-ce qui différencie, par exemple, comme eux-mêmes ils nous disent, province du Cabinda, qu'est-ce qui différencie cette province aux autres aujourd'hui? Qu'est-ce qui différencie la province du Cabinda par rapport aux autres? Rien. Or, même l'appellation province, ça pose problème, puisqu'il n'y a aucune différenciation point de vue administratif dans l'appellation province. Mais où est la spécificité du Cabinda là? Moi, j'aimerais plutôt qu'on puisse évoquer, par exemple, le terme de territoire du Cabinda ou d'enclave, comme l'histoire nous l'enseigne, du Cabinda pour différencier le Cabinda des autres provinces. Par exemple, ici en France, on l'appelle, par exemple, territoire du Belfort. Ouais, ça se dissocie, par exemple, au département français, territoire du Belfort. Par exemple, la Corse. La Corse dit collectivité spéciale de Corse. Collectivité spéciale de Corse. Ça différencie des autres départements français. Voilà un peu l'idée aujourd'hui, c'est la spécificité dont le gouvernement angolais dans le mémorandum d'entente. Qu'en est-il? Alors, moi, je voudrais plutôt qu'on évoque le terme de territoire du Cabinda ou enclave du Cabinda pour but dissocier des autres. Alors, en 2006, vous avez eu des accords justement avec le gouvernement angolais. Est-ce que vous pouvez nous parler du contenu de ces accords? Est-ce qu'il s'agissait de vous attribuer un statut particulier comme vous êtes en train de le démontrer, de l'insinuer, excusez-moi maintenant? Non, ce n'est pas, M. John, je vous arrête tout de suite, ce n'est pas une insinuation. C'est les accords qui ont été signés. Et malheureusement, ne sont pas appliqués. Ça reste l'herbe morte. En fait, des accords mornés. Il faut repartir dans la façon dont ces accords ont été signés pour comprendre pourquoi il y a non-applicabilité de ces accords sur le terrain. C'est-à-dire, n'importe qui à la place de notre frère Beto Bembe, qui est aujourd'hui secrétaire d'État aux droits de l'homme, la façon dont le pauvre était contraint à négocier et à signer ces accords pose problème déjà, point de vue déontologique. Hein, les cabinets, pour une fois, ils ont à mettre en place un forum pour le dialogue intercabinet, forum qui devrait servir d'entité de négociation par rapport au gouvernement angolais, entre guillemets, comme il disait, il n'y avait pas d'interlocuteur valable. Pour une fois, les cabinets avaient réussi à mettre en place cette entité-là pour négocier avec le gouvernement angolais. Mais malheureusement, quelques mois après avoir réussi à mettre en place cette plateforme politique de négociation, le président de ce forum a été arrêté aux Pays-Bas. Il est resté au moins 3 mois en prison là-bas, libéré sous condition, et brutalement, on le retrouve à Pointe-Noire. Par quel miracle? Ah là, c'est vraiment, on n'était pas dans le secret de Dieu pour expliquer comment quelqu'un était en prison aux Pays-Bas, en liberté provisoire, qui se retrouve aux États-Unis avec l'injonction des États-Unis, justement, qui voulaient l'arrêter pour le juger, comme malheureusement ce fut le cas avec notre frère que je veux rappeler à la mémoire collective ici, Arthur Tibassa. Donc, notre frère Beto Bembe était comme entre le marteau et l'enclume, où il devait, pour sortir de cet état de fait, où il refuse de négocier, accepter les accords proposés par le gouvernement angolais, ou il repartait en prison. Voilà. Donc, c'est machiavélique hein, comme processus. Pour casser cette dynamique-là, voilà, on l'a contraint à négocier. Et voilà, pour ça que je dis, tout être humain pourrait comprendre. Alors, excusez-moi, monsieur Patrick, si vous m'entendez, est-ce que donc vous récusez ces négociations? Bien sûr. Déjà, je vous explique le contexte. Et ensuite, la méthode.
La méthode employée était cavalière, c'est-à-dire, en moins de 2 semaines de négociation, ouf, il signe l'accord de paix en Namibie. Ça ne se passe pas comme ça. Ce genre d'accord devait avoir la participation massive de chaque cabinet ou de chaque Angolais, doit avoir son point de vue sur ce problème. C'est-à-dire, la méthode devait être une méthode inclusive par rapport au dialogue. Parce que le problème du cabinet, là, ce conflit qui nous occupe, repose au gouvernement angolais, chaque cabinet est expert en la question. Chaque cabinet a son point de vue sur cette question. Donc, il doit être consulté. On doit avoir l'avis de chaque cabinet sur cette problématique-là. D'où la manière que nous, aujourd'hui, proposons au gouvernement angolais, c'est un dialogue inclusif, incluant voilà, toutes les forces vives et civiles de l'Angola et du Kabila. Donc, pour qu'on trouve une solution large, je ne dirais pas consensuelle, mais au moins large sur ce problème, pour qu'il y ait adhésion. C'est pour cette raison que la façon de faire explique la défiance du cabinet. Chaque cabinet expert en la matière. Chacun a son point de vue. Donc, on doit les écouter. Les chefs traditionnels, les jeunes, ceux qui sont dans les camps de réfugiés, ceux qui sont au Rwanda, ceux qui sont au Kabila, ceux qui sont à l'extérieur. Voilà, chaque cabinet a son point de vue là-dessus. Donc, on doit organiser un processus de façon massive de tous les cabinets pour contribuer à trouver une solution à ce conflit. Où vous pensez devrait se tenir ce dialogue? Pourquoi pas? On n'a pas peur. Hein, même si aujourd'hui, on nous menace par non, des enlèvements, des tortures. Je parlais du lieu. Vous voulez que ce dialogue se tienne où exactement? Le Rwanda, c'est ce que je dis. Hein, mais le Rwanda, par rapport avec contrepartie, notre sécurité soit garantie. Hein. Je viens par exemple à la comédie qui se passe aujourd'hui par rapport à la démonstration qu'il n'y a pas de guerre au Kabila. C'est ridicule comme démarche des autorités angolaises pour inviter des journalistes à aller voir dans le village ou dans les coins perdus du Kabila là-bas, montrer qu'il y a la paix au Kabila. Non, la paix, c'est pas que la paix… Oui. Voulez-vous démontrer que le FLEC a toujours ses velléités guerrières ou que vous êtes un mouvement donc de type nouveau et que vous ne faites plus la lutte armée? Non, nous sommes sous l'autodéfense. On nous agresse. Preuve, lorsque notre leader historique, Zita Thiago, est décédé, le FLECFAC décrétait 40 jours de deuil. 40 jours de deuil. Dans la pure tradition africaine, dans la pure tradition des Bantous. Mais, malheureusement, le gouvernement angolais a trouvé mieux, pendant cette période, d'agresser, d'attaquer nos frères qui luttent dans les camps de réfugiés. Mais la résultante, c'est quoi? Il y a eu beaucoup de pertes en vue humaine côté angolais. Nous les regrettons. Ce n'est pas ce qu'on nous veut. Mais lorsqu'on nous agresse, on a le droit de se défendre. Nous ne sommes pas des animaux qu'on vient, voilà, même dans les eaux, les animaux sont protégés. Mais là, comme si on n'a aucune reconnaissance à la vie, quoi. Comme si nous subissons un déni d'identité, nous subissons un déni de droit à la vie. C'est pas normal. C'est ça que, comme fil conducteur, nous conduire demain à réclamer l'indépendance. Parce que si nous ne sommes pas libres de se mouvoir librement sur le territoire cabinet, sauf on évolue sous le chape de la dictature de cette prison à ciel ouvert, moi je pense que les cabinets sont en droit demain de revendiquer leur indépendance. Mais ce n'est pas là le problème. Notre problème aujourd'hui, d'abord, c'est de réclamer la reconnaissance de nos droits. La reconnaissance de nos droits. C'est ça, pour vivre ensemble avec nos frères anglais. Voilà. Alors, qui est aujourd'hui… Oui, allez-y.
voilà, parler de façon diplomatique, on veut la reconnaissance de notre droit à l'autogouvernance. C'est quoi la gouvernance? En ce cas, si vous voulez que je vous développe, je suis prêt. Est-ce que vous sentez à votre niveau que ça bouge du côté de la communauté internationale? Êtes-vous soutenu par notamment quelques pays africains ou encore au niveau des Occidentaux? Que dit-on à l'ONU à ce jour sur le sujet? Pour le moment, rien. Les Angolais ont réussi à, comme je dirais, à étouffer le problème. Nous sommes là justement, on devait nous convaincre. C'est par exemple le sens de l'invitation aujourd'hui. C'est un conflit caché, c'est un conflit oublié par la communauté internationale. Mais notre mission aujourd'hui, c'est de faire de sorte que la communauté internationale puisse se souvenir que ce conflit existe toujours, que chaque jour, des cabinets sont enlevés, bâtonnés, emprisonnés sur leur territoire, ou même à l'extérieur. Le peuple devient, entre guillemets, comme une 19e province de l'Angola, où les Angolais entrent, enlèvent et vont, torturer arbitrairement nos cabinets. Là, non. Nous sommes là justement pour essayer de renouer, de prendre contact avec la diplomatie, nouer avec la politique. C'est ce qui explique récemment notre visite à Washington. Hein. On veut initier ce processus de contact avec les États, avec les organisations internationales, pour justement les rappeler que ce problème-là, ce conflit-là existe toujours. Les droits de l'homme sont tous les jours bafoués sur ce territoire. Voilà un peu notre sens aujourd'hui, voilà, pour les démarches qu'on vient de mener aux États-Unis. Alors, je rappelle à tous ceux qui nous écoutent que nous recevons à ce micro du journal La Communauté, monsieur André Patrick Tshisambu, qui parle du FLEC, FAC, son mouvement, et donc de l'enclave du Cabinda. Le Cabinda, pour ceux qui ne le savent pas, est une région coincée entre la République du Congo et la République démocratique du Congo, avec une autre limitation par l'océan Atlantique. Alors, je précise aussi que cette région est très riche et fait une bonne partie des recettes pétrolières de la République de l'Angola. Est-ce que vous ressentez justement, M. Patrick Tshisambu, les bienfaits du pétrole, notamment, est-ce qu'il y a une redistribution équitable des ressources de cette région, notamment le pétrole? Le Cabinda, aujourd'hui, c'est la mamelle nourricière des intérêts coalisés des divers courants ou des puissances économiques, politiques sur ce territoire. Je dis bien, le Cabinda est une mamelle nourricière des différents intérêts coalisés. C'est pour cette raison que la manne pétrolière dont vous faites allusion ne bénéficie en aucun cas au peuple cabindais. Récemment, même les jeunes cabindais ont écrit à la gouverneure du Cabinda de la pénurie de l'emploi. Et pourtant, nous ne sommes pas nombreux quand même. Il va y avoir plein d'emplois sur ce territoire. Mais cet argent est utilisé pour d'autres intérêts. Par exemple, le lobbying, pour étouffer ce problème. Voilà, c'est ce qu'on nous déplore. Au lieu d'utiliser cet argent, vraiment, cette manne pétrolière ou d'autres ressources comme du bois et autres, pour le bien vivre et le mieux vivre au Cabinda, pour améliorer les conditions de vie des Cabinais et les Angolais d'ailleurs qui y vivent. Non, on utilise cet argent-là pour d'abord l'armée angolaise qui, en premier lieu, s'oppose quelque part à la résolution de ce problème. Parce que pour eux, c'est une mamelle nourricière. Hein? Voilà. Donc nous, on gêne, on est des gêneurs. On veut gêner, voilà, la redistribution des prébendes. On gêne. Si demain la paix est instaurée au Cabinda, bon, l'armée angolaise n'aura plus
hein, ces prébendes-là, le pétrole cabinet. C'est pour cette raison que certains généraux s'opposent, mordicus, hein, à ce qu'un jour on puisse résoudre le problème du cabinet ou le conflit du cabinet pacifiquement. Hein. Il veut nous démontrer aujourd'hui qu'elle a affaire au cabinet en amenant les journalistes visiter les territoires où le FLEC revendique les attaques. Ben, je pose une seule question. Est-ce que les journalistes ou c'est pas qui les avaient invités là, cette escorte-là, est-ce qu'ils sont escortés par l'armée anglaise ou non? Si ces journalistes-là, comme témoins, étaient escortés par l'armée anglaise, c'est qui démontre bien que nous sommes bien dans un espace d'insécurité. Sinon, il n'y aura pas besoin pour aller voir les villages ou les localités cabinaises d'être accompagnés par l'armée. Le fait que l'armée a accompagné ces témoins-là, entre guillemets, le journaliste, c'est que, quelque part, le gouvernement angolais reconnaît l'insécurité au cabinet. Et cela ne nous réjouit pas, loin de là. Parce que il y a eu trop de sang, il y a eu trop de larmes. Le moment est venu qu'on puisse se parler. Pourquoi ont-ils peur de parler? Eux qui sont, enfin, peut qualifier de l'arrogance, quoi, quelque part, et de mépris. Hein? Cette arrogance-là finira un jour. Parce que le monde tourne. Hein? Ce n'est pas les mêmes amis aujourd'hui. Pas d'amis en politique ou en diplomatie. Il n'y a que des intérêts. Demain, le cabinet regorge tellement de richesses qu'on peut trouver des partenaires pour nous aider militairement à libérer ce territoire. Mais ça, c'est loin d'être une option. Parce qu'on veut préserver les vies. Parce que la vie, c'est important, la vie. La vie est précieuse. L'individu ne peut pas décider comme ça d'un jour à l'autre. Voilà, on ôte la vie. Non, la vie est très précieuse. C'est pour ça que Mordicus, nous, on résiste à l'option militaire. Parce qu'on croit à la valeur du dialogue. On croit au dialogue. On croit en Bungi. On croit à Chilala. Hein? Lorsqu'il joue le problème, on se retrouvait toujours autour d'un feu, on échange, voilà, dans la tolérance, voilà, on finit toujours de trouver une solution. En l'occurrence, la paix, une paix durable, doit associer la majorité cabinet. Ce n'est pas le gouvernement angolais choisit ses interlocuteurs. Non. Il faut que les cabinets, en tant qu'experts de la question, tout cabinet doit être associé. Même tout angolais. Parce qu'eux aussi, ils ont un point de vue. Ils doivent passer au dialogue. C'est pour cette raison qu'on appelle Mordicus un dialogue inclusif pour éviter toujours ce face-à-face entre le gouvernement angolais et quelques factions qu'ils ont choisi à dialoguer. Et la résultante que ça n'a jamais marché, malheureusement. Voilà. Alors, M. Dusambo, nous allons bientôt arriver à la fin de l'émission. Quelle langue parlez-vous au cabinet? Langue locale? Voilà, les cabinets, eux, nous avons la chance d'avoir une langue presque homogène. On n'a pas besoin d'interprètes pour s'écouter d'une langue à l'autre, malgré les variantes. Alors, laquelle? Il y a Ombé, il y a le Oyo, il y a l'Indji, il y a les Vili, il y a les Koti, enfin, tout ce monde-là peuvent se parler d'interprètes. C'est pour cette raison qu'on parle de Ibinda ou langue. Alors, pour terminer cette émission, est-ce que vous pouvez résumer en quelques 30 secondes en langue locale vos revendications? Attention, vous êtes le champ de la caméra, monsieur. Est-ce que c'est de vous repositionner? Oui. En tout cas, nous, vous voyez, Vesignezi, Ngumona, au mettre mambo voilà que boss faut bet kukundonan pour que basi bet kutuba mbembo moek tebimbal donc mambu beno ka finga ban bayitu tingendo yombi
ngandi ngoyo ngani nkochi ngandi boniko obukuve bet futu kondo nan otu salando umwek baila bet mambu ku présente mimbali batumbakan voilà mambu mimbu to bekebel ton ben. Ok, merci donc à vous, monsieur Patrick André Tshizambou. Merci d'avoir été notre invité et à la prochaine occasion. Merci beaucoup, Louis, pour nous avoir donné cette occasion de parler enfin du cabinet. Et ce n'est qu'un début. Merci. À très bientôt.